Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Joël Chaperon. Spécialiste du cinéma russe, c'est vaste et c'est bien même trop vaste parce qu'effectivement, essayer de résumer en une heure l'histoire d'une cinématographie est quasiment impossible. Ma spécialité à moi, c'est justement le cinéma post-soviétique. Je vois environ, pour vous donner une idée, entre 50 et 70 films russes par an depuis 20 ans. Donc j'ai vu à peu près tout ce qui se fait depuis que l'Union soviétique n'existe plus. Mais c'est pas pour ça que je suis là ce soir, c'est pour vous parler de ce qui s'est passé avant. Et pour vous parler de ce qui s'est passé avant, en regardant les titres de la rétrospective, j'ai bien vu qu'on était cantonné, entre guillemets, au cinéma soviétique, c'est-à-dire, pour vous donner deux dates majeures dans l'histoire de l'Union soviétique, elle a été fondée en 1922 et elle a été dissoute en 1991. Tous les films qui vous sont proposés dans cette rétrospective sont compris entre 1922 et 1991. Néanmoins, je me suis dit qu'un petit retour en arrière avant 1922 était capital pour que vous voyiez aussi comment s'était développée cette cinématographie, en gardant toujours à l'esprit une chose, c'est qu'on a affaire, sans doute plus que n'importe où au monde, à une liaison intrinsèque du cinéma et de la politique, et qu'on ne peut pas dissocier l'histoire du cinéma soviétique de l'histoire de l'Union soviétique. On ne peut pas dissocier ce qui s'est fait dans le cinéma des décisions qui étaient prises au fur et à mesure que le pays avançait. Donc pour repartir un petit peu en arrière, il faut savoir que la Russie a découvert le cinéma très vite. On est ici dans la patrie du cinéma, à Lyon. Le cinéma est arrivé le 4 mai 1896 à Saint-Pétersbourg, amené évidemment, apporté par des opérateurs Lumière, c'est bien de dire ça à Lyon, pour une première projection qui a eu lieu se situe très exactement à l'endroit où se situent aujourd'hui les studios Lenfilm. C'est là qu'a eu lieu la première projection. Et tout de suite après, dès le mois de mai 1896, à la fois poussé par le tsar qui tenait à avoir son couronnement filmé, mais aussi parce que les frères Lumière à l'époque ont commencé à essaimer et à envoyer des opérateurs un peu partout, le cinéma a vraiment pris pied dès 1896 en Russie, sachant qu'on estime que dans l'histoire de la cinématographie, le premier grand écrivain qui ait jamais écrit un article sur le cinéma, c'est un écrivain russe, Maxime Gorky, qui découvre les premières images de cinéma à la foire de Nijni Novgorod en juillet 1896. Et dès ces années-là, très nombreux opérateurs vont à la fois envoyés par les frères Lumière, les frères Pathé, Charles Gaumont, arriver en Russie dès 1900 et commencer à filmer et aussi à apporter des films qu'ils vont montrer, comme ça se passait dans le monde entier, via des forains, des attractions. Ce sont des petits films qui relatent à la fois soit des morceaux de vie, ça peut être des petits films documentaires, ça peut être, vous avez vu ici, j'imagine, des films des frères Lumière, vous voyez un petit peu de quoi ils retournent. Il y a des films de fiction aussi qui sont apportés. Et il faut savoir que jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est le cinéma français qui est prédominant en Russie, grâce Lumière, Pathé, Gaumont, pas seulement, il y a aussi Éclair, il y a d'autres sociétés qui ont disparu, mais c'est cette cinématographie-là qui va véritablement donner le départ du cinéma russe. Les premières sociétés russes de cinéma ne sont créées qu'en 1907. Avant, c'est à 95% des films tournés ou apportés par les Français qui vont être montrés dans toute la Russie. Il y a une société américaine aussi, une société italienne, mais c'est évidemment le cinéma français qui est prédominant et qui va le rester, malgré la concurrence qui va arriver via les sociétés russes qui sont créées par deux personnes notamment, qui s'appellent Drankov d'un côté et Khanjonkov de l'autre, qui vont fonder deux sociétés, eux-mêmes étant issus des travaux des frères Pathé essentiellement, pour lesquels ils avaient collaboré d'une manière ou d'une autre. Donc, gardez à l'esprit que jusqu'en 1914, le cinéma français est prédominant, que le cinéma russe prend vraiment ses marques en 1907-1908. On estime que le premier film russe a été tourné en 1908. C'est un film sur Stenka Razin, qui est un héros légendaire de la Russie du XVIe siècle.
et du 7e siècle, pardon, et que c'est le premier film de fiction russe en 2008, il y a 4 ans de ça, au Festival de Cannes. Il y a eu le centenaire du cinéma russe qui a été fêté avec la commémoration de ce premier film russe, entièrement russe, et qui n'a pas été financé par les sociétés françaises. Donc on est dans ces premières années jusqu'avant la Révolution, dans une cinématographie classique j'allais dire presque d'Europe occidentale, une cinématographie privée, qui va bientôt disparaître, mais on est dans une cinématographie qui montre des films en exploitation, qui produit des films, qui distribue des films. On est presque dans un système qu'on pourrait comparer à celui qu'on connaît aujourd'hui, avec un star system qui commence. Une des stars majeures de l'époque, c'est Max Linder, qui fait un voyage en 1913. Il est accueilli par les foules, comme vous avez pu l'imaginer. Valentino pouvait être accueilli par les foules aussi. C'est à peu près l'accueil qui lui est réservé. J'ai retrouvé, parce que je fais des recherches sur l'histoire du cinéma français en Russie, l'histoire du cinéma russe en France, des affiches avec Mistinguett écrites en russe. Donc on a des preuves de l'influence du star system dès l'époque, repris par les affiches, la publicité, etc. Sachant que parallèlement se développent aussi les cinémas au sens établissement cinématographique, que le côté forain peu à peu va disparaître, un peu comme partout en Europe, qu'on va créer de nombreuses salles de cinéma. À la veille de la Première Guerre mondiale, Saint-Pétersbourg a presque 150 salles de cinéma, et Moscou en compte 70. Et un peu partout dans le pays, on va estimer effectivement que c'est une attraction majeure, que c'est quelque chose qui est aujourd'hui, enfin pour eux à l'époque, on va dire, le loisir le plus accessible. Il faut se souvenir quand même qu'à la veille de la Révolution, même si on n'est pas dans un pays analphabète, il y a quand même une petite partie de la population seulement qui sait véritablement lire et écrire, et donc on a affaire effectivement à des images animées de détente essentiellement, qui voient le jour juste avant la guerre. La Première Guerre mondiale en 1914 va, premièrement, avant la Révolution de 1917, va changer fondamentalement le cours des choses, parce que les frontières se ferment, que l'importation de films étrangers devient quasi impossible, non pas pour des raisons de censure, mais pour des raisons purement techniques, et qu'on va voir à ce moment-là l'essor du cinéma russe dans les années 1913-1917, puisque, j'allais dire presque par absence de concurrence cinématographique, les Russes vont se mettre à produire de plus en plus de films et à conquérir un nouveau public. Donc on est, dès ce moment-là, dans une absence, comme je le disais, de concurrence, sachant qu'au moment où la guerre est déclarée, bien que la Russie soit du côté de la France, les firmes commencent à fermer leurs portes, avant même la Révolution, pour être rapatriées chez elles. Le pays devient aussi dangereux. Et donc on va avoir aujourd'hui, à l'époque, entre 1914 et 1917, essentiellement les studios russes qui auront pour vocation, presque pour utilité première, de développer cette nouvelle industrie qui va être capitale dès la Révolution, développée au niveau exploitation, au niveau distribution et au niveau de la production. Le deuxième moment important avant la naissance véritablement de l'Union soviétique, c'est la révolution de février 1917 qui abolit une certaine forme de censure. Difficile de parler du mot censure avant 1917 parce qu'il n'y avait quasiment pas de censure en Russie à l'époque. La seule véritable censure qui a eu lieu commençait en 1914 et c'était uniquement destiné aux films qui pouvaient montrer une image de la Russie qui soit une image négative. On voulait, comme souvent en temps de guerre, ne pas montrer d'image négative et on voulait surtout que les gens se distraient et qu'il n'ait pas une image négative, notamment du pouvoir tsariste. Dès la révolution de février 1917, on voit apparaître des films qui commencent à critiquer le pouvoir autocratique tsariste. On voit arriver aussi des metteurs en scène qui ont fait leurs premières armes avant la Révolution et qui, au moment de la Révolution,
vont donner les premiers grands films soviétiques, un peu plus tard, dans les années 20. Et on va avoir un star system qui va se mettre en place aussi du côté russe. Les Français, notamment, ont disparu depuis le début de la Première Guerre mondiale, et notamment quelqu'un dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Ivan Mosjoukine, qui fut une star en Russie avant d'émigrer à la Révolution et de venir s'installer en France, où il est devenu aussi un grand acteur français, tournant notamment dans les films d'une société Albatros, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard quand on arrivera dans les années 20 et à l'exil. Donc, les premiers films de cette époque-là, pré-soviétiques, sont tournés par des gens comme Evgeny Bauer ou Protazanov, le metteur en scène ultérieur d'Aelita. On voit émerger une première génération de grands cinéastes russes, bien avant la Révolution, qui vont ensuite prendre, pour certains, fait et cause pour cette révolution. À partir du moment où la Révolution arrive, on a, dès la fin de 1917, un réel problème, puisque le pays, pour le coup, est totalement désorganisé, qu'il n'y a plus d'importation ni d'appareils de prise de vue, il n'y a plus d'importation de films, il n'y a plus d'argent non plus pour produire des films, les sociétés privées sont toutes en train de partir. Et la Russie est en plus sous un blocus que lui impose un certain nombre de pays. Et donc, le cinéma, dès 1917-1918, va connaître une énorme crise, notamment parce qu'il n'y a plus de films à montrer, il n'y a plus de gens dans les salles, et les salles sont de moins en moins entretenues. Mais dès la Révolution, le pouvoir soviétique en place estime que le cinéma doit être, Lénine le dira un peu plus tard, mais un art extrêmement important, c'est le vecteur principal du message révolutionnaire. Il ne faut jamais oublier que quand vous faites un film, à la différence des arts plastiques, des arts vivants, quand vous faites un film, vous le faites à un endroit précis, et ensuite vous démultipliez les copies que vous envoyez aux quatre coins du pays. Et donc les gens aux quatre coins du pays vont voir très exactement le même message, dit avec le même sourire, du même héros, avec les mêmes mots. C'est beaucoup moins dangereux qu'une pièce de théâtre, où on ne peut pas compter sur les acteurs, qui peuvent traverser le pays et changer quelques paroles dans une pièce, et il faudrait un censeur derrière toute personne. Donc, très vite, le pouvoir soviétique prend conscience de la valeur de cette nouvelle arme, notamment dans la diffusion du message révolutionnaire, dans la diffusion d'images animées. Encore une fois, peu de gens à l'époque savent lire et écrire, donc ce que je viens de vous dire sur le cinéma, c'est aussi valable du livre, bien évidemment. Quand vous envoyez un livre quelque part, le même message est écrit. Mais à l'époque, peu de gens ont les moyens de lire. À la fois, on a peu les capacités, mais de toute façon, la circulation des livres était moins importante. Le cinéma va vraiment être le vecteur principal du nouveau pouvoir. Dès mars 1918, donc vous voyez, on est à peine 6 mois après la Révolution, il y a une décision qui est prise par le comité à l'instruction publique, qui est de promouvoir des productions qui expriment la politique du nouveau pouvoir. On ne peut pas être plus clair. 5 mois après la Révolution, on est déjà sur les rails de ce que va donner le cinéma soviétique en termes de cinéma, entre guillemets, de propagande. J'aime pas trop ce terme-là, mais il faut reconnaître qu'effectivement, ils viennent propager, en tout cas, des idées, des sentiments, des volontés, et le cinéma doit être l'arme première pour propager tout ça. À l'époque, on est en 1918, il n'est pas encore question de nationaliser le cinéma. On est en plein communisme de guerre, mais il n'est pas encore question de nationaliser le cinéma. Lunacharsky, qui est à l'époque commissaire à l'instruction publique, dit, et je le cite, « Si nous nationalisons toutes les entreprises privées, nous anéantissons par là même toute concurrence, et cela ne pourrait que desservir notre nouvelle entreprise. » C'est quelque chose que, évidemment, les soviétiques vont abandonner assez rapidement, mais on voit bien au moment de la Révolution qu'il y a encore quelques révolutionnaires qui estiment que s'il ne devait y avoir qu'une seule entreprise de cinéma dans le pays, ce serait sans doute dommageable pour l'ensemble de la filière cinématographique. Néanmoins, on est en plein chaos. La plupart des sociétés cinématographiques qui faisaient du cinéma avant la Révolution ferment leurs portes.
l'exil commence. L'exil va commencer par descendre au fur et à mesure de l'avancement des troupes de l'armée rouge. Les gens vont descendre de plus en plus vers le sud. Il va y avoir une énorme concentration d'intellectuels pré-révolutionnaires russes autour de la Crimée, de Yalta, d'Odessa, qui vont attendre le dernier moment avant de quitter le pays, en espérant qu'il y ait un retournement de situation, lequel retournement n'aura pas lieu. Et globalement, les dernières personnes à quitter le pays le font en 1920-1921. On va dire que sur les 3 ans qui séparent, 1918, 1920, 1921, il va quasiment rien se passer dans le domaine du cinéma sur le territoire russe. Ce sera une période extrêmement compliquée. Le pouvoir soviétique se met en place, y compris physiquement, et s'installe au fur et à mesure de l'avancée de l'armée rouge. Donc il y a eu toute une partie de la profession qui, passée par Yalta et Odessa, va finir par émigrer à l'étranger, vers les pays occidentaux, à un moment en plus où, il ne faut pas l'oublier, les pays occidentaux, pour la plupart, aident les contre-révolutionnaires. Nous, Français, avons aidé les armées blanches aussi contre le pouvoir soviétique. Donc on a notamment une communauté russe qui va venir s'installer en France, et parce que un certain nombre d'acteurs cinématographiques, quand je dis acteurs, ce n'est pas les interprètes, ça fait partie des réalisateurs, des décorateurs, etc., ont travaillé pour les Français, et notamment pour Charles Pathé. Charles Pathé va leur offrir la possibilité de s'installer à Montreuil, à côté de Paris, et leur offrir un grand hangar, plus grand que celui qui est derrière nous, qu'il avait fait construire avant la guerre pour ses propres productions, et il va offrir à M. Ermoliev ce grand hangar où Ermoliev va venir tourner un certain nombre de films et surtout les produire, de films qui sont considérés comme totalement français, des films de Jacques Feder, des films de René Clair, avec ses acteurs, ses actrices, qui vont devenir à un moment une espèce de petite communauté starisée au tournant des années 22-25. Si vous avez entendu parler de films français comme Feu Mathias Pascal, par exemple, ou Le Lion des Moghols, ce sont des films qui se sont tournés à Montreuil, dans le fameux grand hangar qu'avait offert Charles Pathé aux Russes qui avaient quitté le pays. L'emblème de la société qui a fini par être débaptisée Ermoliev pour se rebaptiser Albatros, c'était un éléphant, et sur l'éléphant, il y avait marqué Moscou, Yalta, Paris. On voit bien effectivement d'où ils viennent. Certains autres vont s'installer en Allemagne, d'autres en Tchécoslovaquie. Et globalement, jusqu'au milieu des années 20, on va parler d'un cinéma russe émigré. Et c'est quasiment ce seul cinéma-là qui va, dans ces tournants des années 20-25, véritablement continuer la tradition du cinéma russe, parce que à cette époque-là, en Union soviétique, qui n'est pas encore l'Union soviétique, elle l'est seulement en 1922, le cinéma est en totale déshérence. Au final, 2 ans après avoir dit, enfin 1 an et demi même après avoir dit qu'il ne nationaliserait pas, Lénine décide de nationaliser tout le secteur cinématographique en 1919, afin de renforcer l'autorité du pouvoir central contre les soviets locaux où il y a beaucoup d'anarchistes. Et ils avaient très peur, effectivement, que dans la décentralisation annoncée au départ, il y ait, encore une fois, plus on s'éloigne du pouvoir central, plus c'est compliqué, qu'il y ait des éléments qui viennent perturber la diffusion et la propagation du fameux message révolutionnaire. Et le mouvement anarchiste ayant été très fort au moment de la Révolution, il y a une concentration du pouvoir dans des mains uniques, de manière justement à éviter qu'il puisse y avoir une diffusion d'un message qui serait éventuellement perverti. La première, et c'est pas non plus anodin, pour ceux qui s'intéressent un peu au cinéma russe, vous savez peut-être que la plus vieille école de cinéma est russe. Elle s'appelle le VGIK, elle a été fondée en 1919, c'est la plus vieille école de cinéma au monde, et c'est pas un hasard si c'est en Russie soviétique qu'elle est fondée, puisque très vite, dès 1919, le pouvoir sait qu'il doit former des gens pour fabriquer des produits qui vont être là pour propager le message révolutionnaire. Donc l'idée même de la fondation de l'école, c'est pas uniquement avec des buts artistiques pour développer un sentiment artistique chez des metteurs en scène ou chez des acteurs, mais c'est encore une fois pour former des gens, cadrer des gens, encadrer des gens pour aller diffuser un message unique. Et donc on fonde dès 1919 cette école.
Le cinéma soviétique est pensé tout de suite, comme je vous le disais, comme un moyen de communication, d'éducation et de propagande. Les cinéastes avant-gardistes vont à ce moment-là s'emparer du cinéma, et durant les années 20, 22 essentiellement jusqu'en 1928, on va avoir une profusion d'œuvres avant-gardistes qui vont venir propager pour l'essentiel le message révolutionnaire, mais qui vont creuser un sillon assez peu creusé dans le cinéma occidental, qui est presque un sillon expérimental, pour aller donner libre cours à une inventivité qu'on ne retrouvera quasiment plus dans le cinéma russe à partir des années 30, une inventivité visuelle, une inventivité sonore, une inventivité de montage, je vais y revenir. C'est une espèce d'explosion artistique qui va se passer dans les années 20, même si tout ça est sous-tendu par un message qu'il faut continuer, bien évidemment, de diffuser. On continue de mobiliser l'essentiel des forces cinématographiques. On met en place des trains aussi, qui vont permettre de faire circuler les films, et on va pouvoir, dans certains wagons, organiser des projections de films de manière encore à accroître le nombre de gens qui peuvent voir, encore une fois, les films avec le fameux message révolutionnaire. Et en 1922, pour ceux qui connaissent bien l'histoire de l'Union soviétique, après la fameuse période de communisme de guerre qui a mis le pays pratiquement par terre en termes économiques, Lénine revient sur ses premiers pas et débute à ce moment-là ce qu'on a appelé la NEP, qui est la nouvelle politique économique, qui laisse une petite part au secteur privé, à la fois dans l'agriculture, mais aussi dans l'industrie, et notamment le cinéma. Et on voit apparaître en parallèle des sociétés, de la société d'État, quelques entreprises privées, semi-privées, sous forme d'associations, qui vont s'immiscer à l'intérieur de la NEP à partir de 1922 et qui vont être, elles aussi, à l'origine de cette profusion, de cet engouement pour ce nouvel art qu'est le cinéma, et dans lequel, comme je vous le disais, on voit apparaître effectivement des images et une invention permanente. Donc la NEP va être le premier pas vers un redéploiement de l'activité cinématographique, et notamment de l'activité artistique cinématographique. Parallèlement, on va avoir, alors même que ce petit secteur privé commence à être un peu florissant, se déliter les entreprises d'État que l'État a mises en place et qui vont conduire à la fin des années 20 à une fermeture totale de la NEP, à un arrêt complet par Staline à la toute fin des années 20, parce que le secteur privé vient concurrencer cette grande idée de nationalisation qui était à la base de l'idéal communiste et que Lénine avait défendu au début, puis sur lequel il était revenu en 1922. Donc, on va voir se développer en parallèle une production d'État et une production privée ou semi-privée qui va durer globalement de 1922 à 1928. Et c'est en 1924 que la vraie production de films de long métrage va enfin reprendre après des années extrêmement difficiles et qui va, à ce moment-là, reprendre le dessus par rapport au cinéma étranger qui n'arrivait plus dans les salles parce que le pays était fermé, mais toutes les copies qui dataient d'avant la Révolution, voire d'avant la Première Guerre mondiale, continuaient d'alimenter avec 10 ans de retard les salles de cinéma du pays, et petit à petit, le cinéma russe, soviétique, va prendre la place des films américains, des films français, des films italiens, qui dataient des années 10 et qui étaient toujours exploités à l'époque. On a du côté des privés et des semi-privés des gens qui vont, on a entendu tout à l'heure le nom de Boris Barnett, des gens qui vont faire le cinéma soviétique des années 20 et 30, qui ont commencé par travailler pour ces sociétés privées, voire semi-privées, comme Boris Barnett ou Pudovkin, dont vous avez également, je crois, des films dans la rétrospective, Protazanov, et on a des films de genre qui apparaissent, des comédies, de la science-fiction, les aventures, les drames, des films historiques,
Et ces sociétés vont finir même par exporter ces films-là, et on va voir arriver, dès le milieu des années 20, un certain nombre de films, entre guillemets, non pas anodins, mais dont le message révolutionnaire n'est pas si révolutionnaire que ça, qui vont même arriver jusqu'en France, et qui vont être exploités aussi dans le réseau commercial français. On a, côté soviétique et côté État, une mise en place d'une production, elle, beaucoup plus axée sur la diffusion du message révolutionnaire. Ça n'empêche pas les images extrêmement intéressantes et novatrices chez certains. On voit arriver la première partie de la trilogie qu'Eisenstein va consacrer à la révolution, aux révolutions, qui est La Grève, ce film est produit pour le coup par l'État, et La Grève, malgré le message révolutionnaire qu'il est censé porter, est aussi là encore une profusion d'idées novatrices en termes de fabrication, en termes de montage, en termes d'image. On a un peu de tout dans le cinéma russe de cette moitié des années 20. Évidemment, pardon, c'est le cuirassé Potemkin qui va remporter, j'allais dire presque, l'adhésion mondiale au fait que le cinéma est aussi un vecteur de messages révolutionnaires. Je dis mondial parce que le film va effectivement faire le tour du monde. Tant que faire se peut, il est interdit dans la plupart des pays. Il va commencer à passer sous le manteau. Le film est interdit en France. La censure refuse catégoriquement que le film soit projeté. Quelques années plus tard, Eisenstein viendra à Paris, à la Sorbonne, faire une conférence. Il est censé voir son film d'après Octobre, sur lequel je vais revenir, projeté. Le préfet de Paris interdit la projection. Il y a un grand discours qui est fait par la personne qui l'a invité, ainsi qu'Eisenstein, qui est disponible dans les archives en France. Donc il faut se remettre aussi dans le contexte où on a, nous, en France, et dans l'Europe occidentale, entre guillemets capitaliste, très peur de voir ces messages révolutionnaires filmés venir pervertir les esprits occidentaux, capitalistes. Et donc, il va y avoir toute une série de films qui vont être interdits au fur et à mesure, qui vont essayer d'arriver en France. En revanche, on va, nous, les découvrir via le circuit des ciné-clubs, parce que les ciné-clubs ont la possibilité de montrer des films que les circuits commerciaux classiques français n'ont pas la possibilité de montrer. Donc, bien que les films soient interdits, ils continuent de passer en France. Ça paraît curieux aujourd'hui, mais c'est comme ça. Et le cuirassé Potemkin va être véritablement l'élément déclencheur, en tout cas en France, en Russie bien évidemment aussi, de ce nouvel engouement pour un nouveau cinéma soviétique qui vient raconter autre chose que ce que le cinéma du monde entier raconte, avec des formes différentes de celles qu'a adoptées le cinéma mondial, d'où qu'il soit. Pourquoi est-ce que c'est nouveau et en quoi est-ce que effectivement cette approche est novatrice? C'est d'abord parce que Eisenstein globalement refuse à l'époque de prendre des vrais acteurs. Ce sont généralement des figurants. Il estime qu'on a besoin de ce qu'ils appellent en russe des typages, c'est-à-dire des types, non pas, je ne peux pas dire caricature parce que bien évidemment ce serait négatif, mais c'est d'un prototype. Vous avez le prototype du bourgeois, le prototype du révolutionnaire, le prototype du paysan. En russe, ça s'appelle typage. Et donc, il va aller chercher, y compris dans la rue, des gens dont il pense qu'il lui va interpréter le bourgeois, lui va interpréter le peuple. Donc ça, déjà, c'est relativement novateur. On ne fait pas appel à des acteurs. La chose la plus novatrice, ça va être le montage, parce que Eisenstein va aller jouer sur le montage de manière à créer chez le spectateur des émotions qui vont faire ensuite appel à l'intelligence pour aller analyser ce qu'il vient de voir. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'il va, avec Kuleshov, dans un autre registre mais assez proche, juxtaposer des images qui, en théorie, n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres, ou en tout cas qui ne sont pas issues de la même séquence, de manière à créer chez le spectateur un sentiment, une émotion dont la juxtaposition des images va le faire réfléchir. Et donc, la théorie qui sous-tend ça, c'est bien évidemment de se dire que si on filme quelqu'un qui a un visage très triste,
Il peut avoir un visage très triste parce que si le plan d'après, c'est un gâteau, on peut estimer que ça va faire naître chez les spectateurs le fait que la personne est très triste parce qu'elle est au régime, par exemple. On peut, en fonction si vous remplacez le gâteau par une personne qui est décédée, bien évidemment, le même plan va susciter chez le spectateur une autre émotion, puisque avec le même plan de la même personne malheureuse, vous pouvez avoir tout un champ qui s'ouvre devant vous d'émotions que le spectateur va ressentir en fonction de la juxtaposition avec une image différente. Mais Eisenstein va beaucoup travailler là-dessus. Il va travailler donc sur ces typagés, il va travailler sur le montage, et surtout, il va, et c'est assez drôle quand on va arriver dans les années 40 et plus tard sur Ivan le Terrible, il va mettre de côté tout ce qui peut être relatif à une personne ou à un personnage de manière à laisser la place entière aux masses. Le but, c'est que ce sont les masses populaires qui sont au centre de l'histoire. Ce ne sont pas les personnes, ce ne sont pas les personnalités, ce sont les masses populaires. Et ça aussi, c'est quelque chose d'assez novateur. Donc, le film rencontre vraiment son public en Russie, en Union soviétique, et en 1926, Staline commande à Eisenstein le grand œuvre, Octobre, pour le 10e anniversaire de la Révolution d'Octobre. Il faut impérativement que le film soit terminé pour le début novembre 1927. À l'époque, Staline donne tout pouvoir à Eisenstein pour faire son film. Le film est censé recréer les fameux 10 jours qui ébranlèrent le monde. Le bouquin de John Reed est à la base du scénario. Pour ceux d'entre vous qui connaissent Saint-Pétersbourg, vous savez qu'il y a les ponts qui s'ouvrent sur la Neva. Eisenstein a la possibilité de les faire s'ouvrir, se fermer, y compris dans le courant de la journée pour faire ses plans. Il a droit à des milliers de figurants, à l'armée, au palais d'hiver, il a droit à tout. Malheureusement, il n'est pas dans les temps. Le 7 novembre, le film ne sera pas terminé. Il va être montré de manière extrêmement fragmentaire uniquement. Il sortira qu'au mois de mars 1928. Mais on a là, avec Octobre, dont on va vous passer 2 extraits, on a là, avec Octobre, sans doute le meilleur exemple de la distorsion que peut apporter le cinéma en tant que message révolutionnaire. Pourquoi je parle de distorsion? C'est parce que on sait très exactement, on le savait déjà avant la perestroïka, mais a fortiori depuis que les archives se sont ouvertes, que ce que vous voyez à l'écran n'est pas du tout la réalité de 1917. Or, à la demande de Staline, Eisenstein est censé faire un film quasi-documentaire, certes fictionné, mais quasi-documentaire, pour retracer ces fameux 10 journées qui ébranlèrent le monde, pour retracer le croiseur Aurore qui tire sa salve de déclenchement de la Révolution, pour retracer la prise du Palais d'hiver. Et on va voir au fur et à mesure que le film avance qu'on n'a pas du tout la réalité sous les yeux, que c'est totalement inventé, et que c'est cette invention qui ensuite va servir de base à partir de laquelle va se construire toute l'imagerie soviétique de la Révolution, va se construire même une espèce d'historiographie, encore une fois, soumise à cette fameuse distorsion de la fiction. Mais cette fiction, si on prend... si je vais à l'extrême dans l'analyse, pour ceux d'entre vous qui ont vu le film de Tarantino, Inglourious Basterds, on n'en est pas très loin. Certes, dans le film de Tarantino, Hitler est tué à Paris. On voit bien là qu'on est totalement dans le faux. Dans Octobre, on est dans le même faux. On ne va pas aussi loin que ça. Mais l'importance d'Octobre, elle est là. Elle est sur le fait que Eisenstein tord le cou à la réalité pour aller fabriquer un produit à partir duquel on va construire une nouvelle histoire. Et ça, c'est des choses qu'on va retrouver de manière classique et relativement régulière dans le cinéma soviétique jusqu'à la toute fin quasiment, où on va se servir encore une fois du cinéma pour refaire des pans d'histoire entiers à l'image de ce que le pouvoir politique a envie de montrer. Donc, on a un premier extrait qu'on va lancer. Vous allez voir, on peut lancer l'extrait maintenant et je ne vais pas parler par-dessus. De toute façon, l'extrait est relativement court. En principe, vous êtes censé voir Kerensky, le chef du gouvernement provisoire, monter les marches du... Voilà. Arrivé dans le palais d'hiver.
Et vous allez voir le montage dont je vous parlais, de juxtaposition et de changement de plan. Avec entrecoupés de cartons qui vont décrire noir sur blanc ce que le pouvoir soviétique pense de Kerensky, de ce premier chef du gouvernement. Dictateur, ministre de la guerre. Et à chaque fois, c'est toujours de Kerensky qu'on parle. Et ce que Eisenstein vous montrait par là, c'est la totale inutilité de Kerensky dans cette montée qui n'en finit plus, où on a l'impression que le Palais d'Hiver fait 18 étages. Merci, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Avec en plus une chose aussi que vous pourrez voir si vous voyez les films d'Eisenstein, une place assez prépondérante qui est donnée aux objets. Là, vous avez des gros plans sur les sculptures. Dans beaucoup de films, la place dévolue aux objets en gros plan est très très marquée. Et notamment pour ces histoires de montage où il veut montrer, encore une fois, par juxtaposition d'images, pas montrer, susciter des émotions, susciter une réflexion chez le spectateur. Alors évidemment, quand on n'arrive pas à la susciter totalement, c'est plus pratique d'écrire noir sur blanc dictateur, ou etc., etc. Mais globalement, le montage initial est beaucoup plus fin, j'allais dire, que les cartons qui apparaissent à l'écran. Avant de passer au deuxième extrait d'octobre, il n'y a que 2 extraits pour octobre, juste une chose que vous compreniez bien. Donc Staline demande à Eisenstein de faire ce film. Le 7 novembre 1927, le film n'est pas terminé. Il y a tous les invités, y compris mondiaux. Il y a 150 Français qui font le déplacement pour aller au 10e anniversaire de la Révolution. Et qui sont tous à Moscou pour célébrer, à Saint-Pétersbourg pour célébrer ça, à Leningrad, pardon. Staline voit le film la veille et fait couper toutes les scènes où on voit Trotsky, parce qu'il y a déjà eu un certain nombre, même si Trotsky n'est pas encore totalement exilé, il y a des mouvements trotskistes qui continuent en tout cas de mettre des bâtons dans les roues à la politique stalinienne. Donc ça, c'est le premier type et le premier exemple de censure exercée par le pouvoir stalinien. La deuxième chose, c'est que Octobre va sortir dans les salles, sera relativement mal reçu parce que là, ce que je vous montre, c'est un extrait presque classique, même si à l'époque, ce type de montage est relativement nouveau. Quand vous voyez Octobre dans son entier, vous voyez effectivement que c'est un film relativement, ce qu'on appelle aujourd'hui un film d'auteur, un film assez compliqué dans la réception, et donc il ne va pas remporter toute l'adhésion, parce qu'il aurait fallu sans doute un film beaucoup plus académique dans l'image, dans l'esprit de Staline, ce que Eisenstein n'a pas fait. Donc la réception du film n'est pas très bonne, mais le film va rapidement disparaître au début des années 30 des écrans. Pourquoi ? Parce que Staline n'est pas dans le film. Au fur et à mesure que Staline va entretenir son propre culte de la personnalité, il va écarter tous ceux qui n'ont rien à faire là, Trotsky, Kamenev, Zinoviev, etc., se remettre au centre de l'histoire, même s'il n'y était pas. Et dans les 10 jours qui ébranlèrent le monde, il n'y a pas Staline. Donc, dès le milieu des années 30, le film disparaît des écrans parce que Staline n'est pas à l'écran. Or, pour Staline, l'important, c'est que la révolution ait été faite par 2 personnes, Lénine et lui-même. D'où le fait que là aussi, hormis la censure sur Trotsky, le film, de toute façon, à un moment, ne correspond plus à l'image que veut renvoyer le pays de lui-même. Donc, le film disparaît des écrans. On va montrer aussi le deuxième extrait tout de suite pour vous montrer à la fois l'ampleur du tournage. C'est la prise du Palais d'Hiver. Dans Octobre, elle fait 20 minutes.
Je ne sais pas combien de temps elle a fait dans la réalité. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'il y a plus de monde à l'écran qu'il y en avait ce jour-là. Les témoignages font état, dans le meilleur des cas, de quelques petites centaines de personnes, dans le pire des cas, quelques petites dizaines de révolutionnaires, avec une résistance quasi inexistante dans le palais d'hiver à l'époque, presque désert. Or, ça ne peut pas non plus, là, encore une fois, correspondre à l'image que veut renvoyer le pays de sa révolution. Il faut se souvenir qu'en 1920, on ne parlait pas encore de révolution. Nous, Français, on sait combien de temps on a mis pour mettre le terme guerre devant Algérie. Avant, on disait les événements. Eux disaient le coup d'État et le retournement. Ils ne disaient pas révolution. Le mot révolution accroché à 1917 est un terme qui est arrivé quelques années plus tard, où il a fallu réécrire l'histoire. Donc, vous avez là des éléments d'une histoire recréée, pour ne pas dire inventée, qui viennent donner une assise générale de masse à un événement qui n'était ni général ni de masse. Et en prime, on va s'arrêter là, Eisenstein est critiqué pour avoir choisi un acteur qui n'en est pas un pour interpréter le rôle de Lénine. Et ça a été pour un certain nombre de critiques absolument insupportable de ne choisir un acteur que parce qu'il ressemble à ces fameux typages. Il fallait même aller chercher des typages chez Lénine. J'avance un peu plus rapidement parce que on rentre de toute façon dans une période qui va être à la fois pleine de chefs-d'œuvre. On va voir 2 ans plus tard arriver un metteur en scène extrêmement important, notamment dans l'histoire du cinéma ukrainien, qui s'appelle Dovzhenko. Je voulais vous montrer quelques images de la Terre. Je vais pouvoir commenter par-dessus. Vous pouvez aussi envoyer l'extrait de la Terre. On est encore une fois dans un processus d'écriture de l'histoire ou de réécriture de l'histoire pendant qu'elle est en train de s'écrire. La Terre, c'est un peu particulier. Le film date de 1930. On est en pleine dékoulakisation. Pour ceux qui voient plus ce qu'étaient les koulaks, c'était les paysans qui s'étaient enrichis et qui voyaient d'un mauvais œil qu'on leur retire leurs terres pour les donner aux kolkhozes. Or, en 1930, quand Dovzhenko s'attaque à la terre, la dékoulakisation est loin d'être terminée, bien au contraire. Les koulaks sont toujours là et continuent de se battre contre la nationalisation et l'expropriation. Et Dovzhenko donc va aller raconter l'histoire d'un koulak qui va tuer un tractoriste. Et là, c'est la scène de l'enterrement, qui va tuer un tractoriste qui est censé venir labourer sa terre, alors que lui travaille pour le kolkhoze, mais qu'il souhaite étendre évidemment l'activité du kolkhoze à la terre du tractoriste en question. Pourquoi la terre et pourquoi cet extrait-là? D'abord parce que les films soviétiques de l'époque sont plutôt urbains et assez peu paysans. Sans doute aussi parce que justement le problème paysan est loin d'être réglé. Et donc on a absolument besoin de montrer ce qui va plutôt mieux. Donc c'est plutôt le côté urbanisation et industrie plutôt que paysan. Le chef-d'œuvre, parce qu'on estime que pour Dovzhenko c'est sans doute là son chef-d'œuvre artistique. Tarkovsky estime qu'un des plus beaux films qu'il ait vu dans sa vie c'est La Terre. Montre ici effectivement le problème. Là, pour le coup, on n'est pas 10 ans plus tard, on est pendant le moment où ça se passe, montre le problème qui est loin d'être réglé par les révolutionnaires de 1917 et cette fameuse dékoulakisation. Ce qui est intéressant, et on va pouvoir s'arrêter là, ce qui est intéressant, c'est que la presse de l'époque a reproché à Dovzhenko de laisser penser que les koulaks et les pop étaient isolés, parce qu'effectivement, si vous voyez le film, vous vous apercevrez que ce n'est pas du tout un mouvement koulak. Or, comme le problème est loin d'être réglé, la Pravda
lui tombe dessus à bras raccourcis en disant « mais si vous montrez que c'est des éléments isolés, on va estimer que le problème est réglé. Or, le problème n'est pas réglé, donc ce film n'est pas visible. » Parce que vous auriez dû montrer qu'il s'agissait là d'un problème de fond et qu'il y avait des mouvements entiers avec des koulaks en grand nombre qui refusaient ça. Si vous ne montrez qu'une personne, on peut estimer que c'est totalement isolé. Donc c'est ça qui est assez intéressant à chaque fois dans ces grands films, parce qu'on a affaire quand même à des chefs-d'œuvre du cinéma, c'est ça qui est intéressant à chaque fois, c'est que bien qu'ils diffusent un message révolutionnaire, il y aura toujours plus révolutionnaire qu'eux. Et ils vont estimer à chaque fois, c'est plus révolutionnaire qu'eux, que le message est mal passé, mal diffusé, mal écrit. Dans le cas d'Octobre, par exemple, mal joué, mal interprété. Il y aura toujours, bien que tous ces cinéastes soient poussés, promus par Staline, il y aura toujours, à un moment, des critiques, parce que le message ne sera pas diffusé de manière assez, on va dire, correspondant, on va dire, aux critères de l'époque révolutionnaire. Donc, de toute façon, Staline, dès 1928-1930, met un terme à toutes les expériences novatrices qui ont pu avoir lieu dans les années 20, avec tout ce que pouvaient faire Barnett, Kuleshov, Eisenstein, etc. On fustige le cinéma d'avant-garde, qui est taxé de formalisme, évidemment. Il y a une grande conférence du parti en 1928 où on va lutter contre le cinéma de ces années-là, parce qu'il faut un cinéma qui soit, je cite, compréhensible par des millions. Et donc Kuleshov, Vertov, Dziga Vertov, évidemment, dont je n'ai pas parlé, mais qui lui aussi, comme Eisenstein, se retrouve mis sur la touche. Et on a, dès le milieu des années 30, une nouvelle production qui arrive sur les écrans, qui est une production qui se veut une production de loisirs, de détente. On appellerait ça aujourd'hui entertainment. Après plusieurs voyages aux États-Unis, que ce soit d'Eisenstein ou d'Alexandrov, on met en production des films qui vont à la fois porter le message révolutionnaire, mais être des comédies. Et on va voir arriver, au milieu des années 30, des films comme Les Joyeux Garçons. Un peu plus tard, on verra Volga Volga, Le Cirque ou Le Printemps, qui sont des comédies musicales largement inspirées des comédies musicales américaines, qui vont continuer je vous conseille surtout le film Le Printemps, qui est quand même un monument de kitsch absolu, formidable et très très bien fait avec le Bof Orlova. Mais un monument de kitsch absolu avec un plan final qu'il ne faut surtout pas louper, où la voiture décolle au-dessus de Moscou et elle fait bonjour aux habitants en dessous. Mais c'est du vrai film de détente, et on va avoir ce sillon qui va être creusé en parallèle des films un peu plus sérieux, qui vont porter le même message révolutionnaire, mais un peu différemment, avec les films de Mark Donskoy, par exemple, qui reprennent la trilogie de l'écrivain Maxime Gorky, En gagnant mon pain ou Mes universités, par exemple. Le film modèle aujourd'hui de la décennie, c'est plus du tout Potemkin, c'est Tchapaïev, qui est un film extrêmement à la fois très fort, mais aussi beaucoup plus académique, beaucoup plus compréhensible, encore une fois, par des millions. Comme on est dans une espèce d'entretien du culte de la personnalité par Staline, on n'est plus du tout sur un cinéma qui filme les masses, on commence à revenir sur un cinéma qui filme des personnalités et des personnages, et on s'attaque à Pierre le Grand, Alexandre Nevsky, l'amiral Nakhimov, Souvorov, les grandes biographies qui vont être mises en place, y compris avec les metteurs en scène qui avant parlaient des masses, comme Eisenstein avec Alexandre Nevsky. Mais le cinéma, comme on dit, s'apparente désormais à une statuaire, et on en vient au final à privilégier un seul sujet d'admiration, c'est Staline lui-même. Donc on a, au fur et à mesure, parce qu'en plus l'Union soviétique entre dans la guerre en 1941, on a au fur et à mesure une concentration non plus sur les masses, mais sur une seule personnalité, le sauveur, quel qu'il soit. Il se trouve que parfois c'est Staline à l'écran, et de nombreux ont été les films durant la vie de Staline faits avec un acteur qui lui ressemblait beaucoup, en mettant Staline au premier plan, comme La Chute de Berlin ou Le Serment par exemple. On a cette volonté de rassembler, ça va être le cas d'Ivan le Terrible d'Eisenstein, de rassembler autour de la personnalité d'un dirigeant très fort
les masses populaires qui, jusqu'à présent, pouvaient faire la révolution seules. Aujourd'hui, il n'en est plus du tout question. Donc, en 1941, l'Allemagne nazie envahit, le 22 juin 1941, envahit l'Union soviétique. Les studios de cinéma sont exilés en Asie centrale, tous, autant qu'ils sont. Mosfilm et Lenfilm sont, eux, envoyés à Alma-Ata, au Kazakhstan. Ça va être aussi une grande chance pour ces pays-là d'Asie centrale, parce qu'ils vont recevoir des grands metteurs en scène, des compositeurs, des monteurs, des chefs décorateurs, et ça va donner une impulsion formidable à toutes ces républiques pour lesquelles le cinéma existait peu ou pas avant la Deuxième Guerre mondiale. Et demandé par Staline, Eisenstein va aller tourner là-bas Ivan le Terrible, la première partie d'Ivan le Terrible, dont on va voir un extrait, qui est le discours d'Ivan. Ivan le Terrible, qui est un film très long, en 2 parties. Et la première du film a lieu à Moscou le 30 décembre 1944 au Bolchoï. Eisenstein est couvert de prix pour cette première partie. Le film sort en France dans la foulée en mars 1946. Il y a tout un travail formidable qui a été fait autour de ce film. Il y a la musique de Prokofiev qui est exceptionnelle. Encore une fois, un peu à l'image de ce qu'avait eu Eisenstein sur Potemkin ou Octobre, tous les moyens qui sont évidemment extrêmement... Vous voyez encore une fois ce que je vous disais sur les objets chez Eisenstein. Bien qu'on soit en période de guerre, évidemment, c'est compliqué économiquement. Néanmoins, Staline va donner toutes les possibilités financières à Eisenstein pour faire son film. Et donc, il fait cette première partie. Et il est encensé. On a à l'écran non seulement une personnalité et un personnage, Ivan le Terrible, mais on a aussi un acteur. Il y a 20 ans de ça auparavant, Eisenstein n'aurait sans doute jamais pris Nikolai Tcherkassov pour aller interpréter une personnalité. Il aurait été chercher encore une fois, sans doute, un non-acteur. Là, on a Nikolai Tcherkassov, qui à l'époque est une grande star. C'était déjà lui qui interprétait le rôle d'Alexandre Nevsky quelques années auparavant. Donc tout ça a été, on va s'arrêter là, tout ça a été reconstitué en studio au Kazakhstan. Eisenstein revient en odeur de sainteté, couvert de prix, le prix Lénine dans mon souvenir. Et donc il s'attelle à la deuxième partie d'Ivan le Terrible et malheureusement il s'écarte des directives de Staline, qui estime qu'il a faussé grossièrement les personnages, je cite. Et surtout, l'épopée du peuple russe, qui est incarnée par Ivan dans la première partie, disparaît dans la deuxième. Ivan n'est plus un tsar progressiste, il apparaît sans volonté. Et la suite n'est qu'une guerre de palais. Donc le film est immédiatement interdit, et il ne verra jamais le jour du vivant d'Eisenstein, qui meurt en 1948, du vivant de Staline, qui est mort en 1953, et le film sort sur les écrans en 1958, parce qu'entre la première et la deuxième partie, Eisenstein a, j'allais dire, changé son fusil d'épaule, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'a plus suivi les directives de Staline, et donc le film, lui aussi, passe à la trappe et sortira uniquement 10 ans plus tard. Donc, on va avoir, jusqu'à la mort de Staline, c'est pas une prise en main à ce niveau-là, c'est que Staline, à un moment, est tellement paranoïaque, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, et notamment sur le cinéma, parce que lui est tout à fait conscient du moyen et du vecteur de propagande qu'est le cinéma, il va décider de lire lui-même les scénarios avant de les approuver. Comme il a un peu autre chose à faire, il n'a pas le temps de lire beaucoup de scénarios. En 1951-1953, ils font plus que 3 films par an. Parce que tant que Staline n'a pas lu et approuvé le scénario, on ne met plus les films en production. Donc c'est pour vous donner une idée quand même, non seulement du personnage, mais aussi de l'implication de l'État au plus haut niveau dans l'industrie cinématographique, puisqu'il a la main mise absolument sur tout. Staline meurt en 1953, en mars 1953, et relativement rapidement après, on a le 20e congrès, 1956, la déstalinisation, la dénonciation du culte de la personnalité, Khrouchtchev qui arrive au pouvoir, et on a effectivement, avec ce fameux dégel, une vraie scission avec l'époque d'avant.
Une vraie scission parce que le pays s'ouvre, entre guillemets. Le pays était relativement fermé. Moi qui suis en train de faire quasiment la liste des cinéastes qui ont fait le voyage de Russie avant la mort de Staline, on les compte sur les doigts d'une main. Mais dès 1954, un an après la mort de Staline, la Comédie Française part en tournée en Union soviétique. En 1955, Unifrance, la société pour laquelle je travaille, organise la première semaine de cinéma français en Union soviétique. Il y a une délégation entière qui part à Moscou, avec à sa tête Gérard Philippe, Daniel Darieux, Dany Robin. Et tous ces braves gens sont accueillis comme des stars. C'est Gérard Philippe qui donne le coup d'envoi du match de foot le soir de son arrivée. Dès 1955 et a fortiori en 1956, il y a une vraie ouverture. C'est l'année de la recréation du Festival de Moscou. Il y avait une petite édition en 1935, puis ça s'était arrêté en 1957. Le Festival de Moscou est mis sur des rails. Ils accueillent de plus en plus d'étrangers, des délégations entières viennent et des échanges sont mis en place. Donc il y a une vraie ouverture à ce moment-là. Et au moment de cette ouverture, on voit apparaître des gens qui ont fait la guerre, Bondarchuk, Koulidjanov, Ozerov et Kalatozov, qui émergent à ce moment-là. Et alors, quand on dit émergent, ils émergent chez nous essentiellement, parce que chez eux, ils commençaient déjà à être connus. Ils avaient fait un certain nombre de films. Kalatozov, nous, on l'a découvert essentiellement avec Quand passent les cigognes, mais c'est un monsieur qui avait fait déjà pas mal de films auparavant, qui a été un ancien chef opérateur, et qui a la Palme d'Or en 1958 au Festival de Cannes avec Quand passent les cigognes. Je reviendrai sur Quand passent les cigognes tout à l'heure au moment de présenter le film, parce que Dieu sait si c'est un film marquant, y compris pour de mauvaises raisons, dans l'histoire du cinéma soviétique à l'étranger. Mais on ne peut pas en tout cas lui enlever ça. C'est une vraie étape capitale dans l'histoire du cinéma, et notamment dans l'histoire de la propagande du cinéma, parce qu'une Palme d'Or à Cannes, c'est plus qu'une campagne publicitaire, surtout à l'époque. Donc, fatalement, le pouvoir soviétique va se servir de cette Palme d'Or pour revenir sur le terrain, du vecteur de propagande, pour continuer d'envoyer ces films à l'étranger et essayer, au fur et à mesure, et on va arriver là dans une période difficile, de contrebalancer la mauvaise image que l'Union soviétique va peu à peu avoir à l'extérieur de ses frontières. L'Union soviétique sort de la guerre victorieuse. Donc, elle est acclamée partout. Le Parti communiste en France est extrêmement fort, le Parti communiste en Italie, partout, globalement, l'Union soviétique a une image extrêmement positive. Cette image positive va commencer à se déliter avec les extravagances de Staline, avec les quelques témoignages qui sortent au compte-gouttes de l'Union soviétique, évidemment avec le 20e congrès, et puis au fur et à mesure, on va avoir sur les 40 dernières années de l'Union soviétique, une image qui va continuer de se déliter quasiment, on va dire, on peut suivre ça sur le calendrier, 1956, les chars à Budapest, 1964, la destitution de Khrouchtchev, 1968, les chars à Prague, 1979, l'invasion de l'Afghanistan, 1980, les JO boycottés, 1986, c'est fini, on est à la perestroïka. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'histoire de l'Union soviétique, on va avoir une image qui était l'image d'un pays fort et victorieux qui va se déliter, notamment dans le courant intellectuel qui globalement avait suivi et soutenu l'Union soviétique pendant toutes les 30 premières années. Je caricature, hein, bien évidemment, il y avait une forte opposition aussi, mais il y avait vraiment un gros mouvement intellectuel qui suivait ça. Les fameux compagnons de route, Simone Signoret, Yves Montand, qui font le voyage de Moscou, Gérard Philippe, considéré lui aussi comme un compagnon de route, sinon il n'aurait pas eu son visa. Tous ces gens-là ont participé à la propagande. Il y a un livre édité par le CNRS en français, qui, aujourd'hui que les archives sont ouvertes, vient de publier en français tous les textes qui relèvent de tous les intellectuels qui ont fait le voyage de Moscou entre 1920 et 1956, et toutes les procédures qui avaient été mises en place par les soviétiques pour accueillir Romain Rolland, Henri Barbus, André Gide, etc. C'était le moment de toutes ces années-là où on venait soutenir l'Union soviétique qui était critiquée par les pays capitalistes. Mais une fois qu'on est dans les années 50, il y a un retournement de situation et on va perdre tous ces soutiens-là. L'Union soviétique va perdre tous ces soutiens-là. Et au fur et à mesure que l'Union soviétique va voir son image se déliter, c'est l'image du cinéma soviétique qui va aussi se déliter avec. Donc, certes, on va avoir ensuite une image un peu différente. C'est que dans les années 60,
on a une nouvelle génération de cinéastes qui émergent. Alexei German, Andrei Tarkovsky, Andrei Konchalovsky, Kira Muratova. Nombreux vont être les cinéastes qui vont émerger, mais là où il est important de s'arrêter, ce sur quoi il est important de s'arrêter, c'est le fait que tous ces noms que je viens de vous dire, et qui pour certains d'entre vous sont sans doute des noms très connus et pour d'autres peut-être pas, si nous on les connaît aussi bien à l'extérieur des frontières de la Russie et de l'Union soviétique, c'est parce qu'ils ont globalement tous, à un moment ou à un autre, été considérés comme des cinéastes dissidents. C'est-à-dire, alors quand je dis dissident, c'est extrêmement fort comme terme. Pour certains c'était vrai, Parajanov par exemple, Tarkovsky, pour d'autres ça l'est beaucoup moins, mais globalement tous ces gens-là ont eu maille à partir avec la censure à un moment ou à un autre, voire avec le KGB. Or, parce que l'image de l'Union soviétique d'un côté se délite, et que de l'autre côté on a quand même affaire à des artistes extrêmement importants, on va voir se développer en parallèle deux histoires du cinéma soviétique, à partir des années 60 essentiellement. Une histoire, on va dire officielle, qui est ce que produit l'Union soviétique. D'après Khrouchtchev, en 1956, il faut mettre en place 150 en production, 150 films par an de long métrage. Donc c'est une grosse industrie qui se met en place. On construit des salles à tour de bras. Au moment où l'Union soviétique disparaît, d'après mes chiffres, il y avait 150 000 installations cinématographiques dans tout le pays. Installation cinématographique, pourquoi je ne dis pas cinéma? Parce que un cinéma, pour nous, c'est un lieu public dans lequel on achète notre place et n'importe qui peut entrer. Les installations cinématographiques en Union soviétique, elles étaient installées sur les lieux de vie et les lieux de travail. Les kolkhozes, les universités, les sovkhozes, les usines, etc. Donc, on avait un peu moins de 3000 salles commerciales pour 150 000 installations. Mais on va avoir une grosse industrie qui va se développer, 150 films qui vont être mis en production par an, un développement extraordinaire du cinéma en tant que loisir, des films qui vont attirer des millions et des dizaines de millions de spectateurs. Le plus gros succès en Union soviétique, c'est quand même 87 millions de spectateurs pour un film. On a d'un côté toute cette histoire-là, avec des gens dont la quasi-totalité d'entre vous n'ont jamais entendu parler, parce que c'est des films qui ne s'exportaient pas. Et on va avoir de l'autre côté, chez nous, en Occident, une histoire du cinéma soviétique qui va se développer, et qui va se développer essentiellement sur des films qu'eux n'auront pas vus, mais qu'on va nous exporter à nous pour deux raisons. La première, c'est parce que nous les réclamons, parce qu'on estime que c'est des bons artistes. Et la deuxième, c'est parce que le pouvoir soviétique va se servir d'eux comme monnaie d'échange, y compris financière, pour approvisionner ses caisses. Et donc, ils ne voient pas Tarkovsky, on achète Tarkovsky. On achète Tarkovsky à prix d'or en 1980. Daniel Toscan du Plantier arrive à se mettre d'accord avec le président de l'époque de France Télévisions. Il ne s'appelait pas France Télévisions à l'époque, ça s'appelait Antenne 2 et c'était Marcel Julien, pour acheter Le Miroir, le film de Tarkovsky, à prix d'or, parce que les soviétiques, qui estimaient que Tarkovsky ne devait pas devenir le cinéaste le plus connu à l'étranger, mais qui avait compris qu'il avait une vraie valeur artistique, avait décidé d'en faire aussi une monnaie d'échange financière. Et la Gaumont, que dirigeait à l'époque Daniel Toscan du Plantier, n'avait pas assez d'argent pour acheter le film de Tarkovsky aux soviétiques. Il a fallu qu'Antenne 2 mette de l'argent. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'Antenne 2 mettrait de l'argent là-dessus. Mais en tout cas, c'est pour vous dire à quel point les soviétiques ne veulent pas lâcher le Miroir, parce que pour eux, c'est des millions de francs qui sont en jeu. Alors que le Miroir ne passera pas dans les salles soviétiques, ou presque pas. Il va passer, parce que comme la plupart du temps, les films de Tarkovsky vont quand même sortir. Mais globalement, on va, nous, se construire une image du cinéma soviétique qui, au fur et à mesure que les années vont passer, va se construire sur des films interdits, semi-interdits, des films que les soviétiques ne vont pas pousser dans les grands festivals internationaux. Donc ça va être au début, y compris Nikita Mikhalkov. Aujourd'hui, il est peut-être considéré comme effectivement très proche du pouvoir. C'est pas faux, mais il l'a souvent été. Mais à une certaine époque, Nikita Mikhalkov, quand il a commencé à faire des films, même La Parentèle a eu des soucis avec la censure. Andrei Konchalovsky, son frère, fait en 1964 le Premier Maître, qui est un film magnifique. En 1967, il fait Le Bonheur d'Assia. Le Bonheur d'Assia a mis 20 ans pour retrouver sa forme initiale, parce que tout Konchalovsky qu'il soit, quel que soit le fait, bien que son père, Sergei Mikhalkov, ait écrit les paroles de 3 hymnes en 50 ans soviétiques, sous Staline, sous Brejnev et sous Yeltsin,
tout ça ne sauve pas Konchalovsky de la censure, et à un moment, il va même faire le choix de partir aux États-Unis pour tourner des films, parce que sa situation en Union soviétique, malgré le succès de Sibériade, n'est pas aussi assurée qu'il l'aimerait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, on va, nous, se construire une image qui n'est pas la leur, et à l'exception de quelques films qui vont jalonner nos deux histoires, comme Sibériade par exemple, on va aller sur Tarkovsky pendant qu'eux vont aller sur Gaïdaï et Riazanov. Gaïdaï et Riazanov sont l'équivalent pour les Français de Jean Giraud et Claude Zidi. C'est-à-dire que ce sont effectivement des films grand public. On a tous été élevés avec les comédies de Louis de Funès, eux aussi d'ailleurs, mais on n'a pas été élevés avec leurs comédies. On a été élevés avec les nôtres, eux ont été élevés avec les nôtres et les leurs. Et c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de parler cinéma avec des gens qui ont une cinquantaine ou une soixantaine d'années en Russie aujourd'hui, parce que les films que vous connaissez, eux, les ont pas forcément vus, et les films dont ils sont très fiers, et c'est bien normal, vous les avez pas vus du tout. Donc cette histoire du cinéma soviétique est extrêmement intéressante, parce que vous avez à la fois l'histoire d'un pays en marche, mais aussi, encore une fois, une manière de propager des messages, révolutionnaires ou pas, peu importe, mais en tout cas politiques, qui fait qu'à un moment, le pays décide d'exporter ce qu'il a envie d'exporter, d'interdire ce qu'il a envie d'interdire et de montrer chez lui, à l'intérieur de ses frontières, des films dont il sait qu'il ne va pas les exporter. Donc je ne sais pas si je dépasse pas un petit peu mon temps de parole, mais j'arrive à la fin. Pour vous dire que globalement, le pays se délite dans les années 80, totalement, économiquement, politiquement. Le pays est totalement aux abois. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais sachez que la perestroïka a commencé avec les cinéastes. Le vrai coup d'envoi est marqué en mai 1986, lors du 5e congrès de l'Union des cinéastes, où l'ancienne direction avec Bondarchuk et Mikhalkov est balayée, et ce sont des gens qui ont eu maille à partir avec la censure, qui sont poussés à la tête, aidés en ça par Gorbatchev. Que ensuite le cinéma russe et soviétique jusqu'en 1991 va connaître une fin de vie extrêmement foisonnante, avec des films comme La Petite Véra par exemple, qui va attirer 57 millions de spectateurs en Union soviétique parce qu'on n'avait pas vu de seins nus à l'écran depuis 1927, et qui va aussi amener jusqu'au tournant des années 90, et au moment où la privatisation va bon train, mais que des sociétés aussi un peu curieuses se mettent sur le marché, on va avoir jusqu'à 800 films officiellement qui sont mis en production en 1990, avec des films que personne ne verra jamais. Donc on a un pays qui se délite, une société, un domaine cinématographique qui est en pleine explosion, avec des années extrêmement difficiles qui sont les années globalement 1990-1998. L'étiage le plus bas de la fréquentation en Union soviétique, en Russie, c'est en 1997, ils avaient 37 millions de spectateurs. En 1970, ils en avaient 4 milliards 700 millions. Ça vous donne une idée de la chute de la fréquentation. Et donc, c'est des années extrêmement difficiles, des années de western, mais ça, on le connaît. De toute façon, c'était l'histoire de la Russie à ce moment-là. Et le cinéma est en train de repartir depuis 1998-1999, avec une explosion dans la construction de salles de cinéma numériques, 3D, IMAX, avec une reprise en main aussi, y compris politique, de la production, mais avec aujourd'hui 60 à 80 films qui sont faits par an. Avec des nouveaux noms qui émergent et des gens extrêmement intéressants comme Andrei Zviagintsev, par exemple, ou Khliebnikov, ou Popagrebski, ou German Junior. On a aujourd'hui la possibilité, effectivement, quand on est en Russie, de voir pas mal de nouveaux noms, mais ce cinéma continue de peiner à émerger sur les écrans internationaux. Je continue de penser que la raison est due en partie à la mauvaise image que l'Union soviétique et la Russie aujourd'hui continuent malheureusement d'avoir à l'extérieur de ses frontières, et qu'un pays qui a une mauvaise image induit une attitude vers son cinéma qui n'est pas forcément l'attitude la plus positive qui soit. Et c'est bien dommage, parce qu'à l'inverse, nous, le cinéma français est extrêmement présent en Union soviétique, le fut, l'est toujours.
et que grâce au cinéma, on vient contrebalancer les mauvaises images renvoyées par les journaux télévisés par des bonnes images renvoyées par les images de cinéma et les images de films de fiction. Et quand un pays n'a pas la possibilité de contrebalancer les images de manifestations dans les rues par des images de comédie ou par des images de films romantiques, c'est extrêmement difficile d'attirer les gens chez lui. Merci.